Alors, je m'appelle Assel Nadal, je suis camerounaise, je vis en Allemagne et je suis ingénieure en informatique. Et j'ai démarré dans le domaine de la littérature il y a bientôt 7 ans. Et j'ai commencé par lancer le magazine littéraire afrolivresse.com, qui était un magazine de la promotion de la littérature africaine et afrodescendante. Et donc, c'est un magazine dont le contenu est vraiment axé vers tout ce qui est production littéraire africaine. Donc, ça peut être la fiction, de la non-fiction. Nous parlons aussi de l'actualité littéraire, donc on peut parler des événements comme celui-ci et bien d'autres sur le continent ou dans la diaspora. Donc, voilà à peu près ma petite présentation. En réalité, je demandais pour un jeune auteur qui se lance, Oui. le son est mieux là. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'éditions ici. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui se lancent à leur propre compte. Alors, est-ce que, pour parler de droits d'auteur, on peut d'abord explorer un peu le monde de l'édition? Les grandes, comment il faut s'y préparer et comment est-ce qu'il faut éviter de se faire avoir? Ouh là là, c'est un vaste sujet. C'est pour ça que je demandais la question précise tout à l'heure. C'est un vaste sujet. Il est impossible de parler de l'édition en général en si peu de temps. Mais alors, ce que moi je peux commencer par dire, c'est que quand quelqu'un a envie de publier un livre, que ce soit dans la BD ou dans d'autres genres littéraires d'ailleurs, hein, la première question qu'il doit se poser, c'est quel est le type d'édition qu'il a envie d'adopter. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais Siri avait coupé la connexion. Ah, d'accord, ok. Donc, je reprends. On veut juste les grandes lignes. Ok. Je disais que c'est un très, très vaste sujet. Donc, c'est difficile de répondre de manière très, très globale. C'est beaucoup plus, comment dire, intéressant d'avoir des points spécifiques sur lesquels on peut échanger. Mais je dirais en général que quand un jeune auteur veut publier un livre, que ce soit dans la BD ou dans la fiction ou dans la non-fiction, la première question qu'il doit se poser, c'est de savoir quel est le type d'édition qui lui convient. Avant même de dire, voilà, je lance dans l'auto-édition ou l'édition classique. Il doit d'abord se poser cette question fondamentale. Et pour avoir des réponses, il faudrait qu'il fasse un certain nombre de recherches. C'est-à-dire que premièrement, il doit savoir ce qu'il veut pour lui, quels sont ses projets d'avenir en tant qu'auteur. Est-ce qu'il le fait de manière, comment on dit, de manière sporadique, ou alors c'est vraiment une vraie carrière qu'il veut démarrer. Donc, c'est deux approches complètement différentes et qui exigent des réponses différentes. Donc, il doit faire des recherches pour voir quels sont les avantages et les inconvénients des deux types d'édition. L'édition classique n'est pas l'opposé de l'édition, de l'auto-édition. Tout dépend vraiment de ce que la personne veut atteindre comme objectif. Et même en plein milieu de carrière, même, ou bien selon le projet de livre qu'on a envie de lancer, il peut arriver qu'on change de mode d'édition. On peut, par exemple, dans une BD, faire de l'auto-édition et dans le roman, si on a envie d'écrire un roman après la BD, on peut viser l'édition classique. Donc, ça dépend vraiment des objectifs que la personne se fixe par rapport à sa carrière et par rapport à son indépendance aussi, parce que il faut intégrer le fait que l'édition classique est vous cédez vos droits, sur une période je dirais indéterminée, parce qu'elle est tellement longue que je ne vois pas comment vous allez les récupérer un jour si vous n'en faites pas la demande. Donc, il y a aussi un enjeu de propriété intellectuelle derrière le choix de l'édition. Donc, voilà un peu en gros ce que je pourrais dire. Donc, mais si vous avez des questions beaucoup plus précises, je suis disposée à y répondre.
D'accord. Ok. Nous avons donc une définition assez light vraiment du monde de l'édition, parce que pour moi, c'est important qu'on aborde cette question avant de parler du droit d'auteur. Parce Mhm, que signent des contrats sans savoir ce qu'ils signent, d'autres vendent leur travail sans savoir qu'ils ont vendu leur travail et ils commencent à se plaindre, oh, je mhm, me suis fait tromper et tout. Donc, mhm. je crois que actuellement, euh, euh, Bonheur, appelle les auteurs de BD qui sont à l'extérieur, s'il te plaît. Ça les concerne. Parce que aujourd'hui, on a des gens qui font dans l'auto-édition, mais qui ne sont enregistrés nulle part et qui n'ont pas droit aux répartitions. Ils se contentent juste des royalties parfois ou bien de la vente directe de leurs œuvres. Mhm, mhm, OK. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez pour qu'ils puissent profiter au maximum de leur propriété intellectuelle? mhm. Ben, déjà, il faudrait que ces artistes-là comprennent que ils sont aussi des entrepreneurs, hein. Ils sont des artistes, certes, mais ils sont aussi des entrepreneurs. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a comme exigences administratives pour les entrepreneurs, ça les concerne aussi. Certains verront ça peut-être comme une charge, mais ils verront à la longue à quel point ça leur sera utile parce ils ont des droits et ils ont des devoirs. Et s'il y a un pépin, ils pourront avoir une base sur laquelle s'appuyer pour réclamer leurs droits. Donc, il faudrait se renseignent. L'auto-édition demande beaucoup de formation, de recherche et il faut être au courant de ce qui se passe dans le domaine dans lequel on travaille. Donc, il ne suffit pas de connaître son art, mais il faut connaître comment vendre son art, comment protéger son art, voilà, comment communiquer. Donc, il y a plein de skills comme ça qu'il faut avoir. Donc, moi, je leur recommande d'aller déjà faire des recherches dans les différents ministères, donc les ministères de la culture, les ministères qui sont responsables de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'ils seront surpris de parfois certaines dispositions qui ont été mises en place par les ministères, par ces différents ministères-là. Il y a des choses qui existent que les artistes ne savent pas parce qu'ils n'ont pas fait la demande, ils n'ont pas fait la recherche. Ça peut être des petites aides aussi, hein, parfois c'est des aides financières. Euh, Ça peut être aussi les exigences faudrait avoir pour euh, passer à un statut d'entrepreneur. Mais quand on est dans le domaine du livre, en général, le statut d'entrepreneur est assez spécial parce que là, on agit comme un éditeur quand on fait de l'auto-édition. Donc, il y a, selon les pays, hein, il faudrait que vraiment chacun regarde dans son pays quelle est la spécificité. Mais je sais que dans beaucoup de pays, il y a comment je dirais, euh, des, il y a des lois spéciales dans tout ce qui concerne l'édition. Donc, que ce soit en termes de taxes qu'on doit payer, voilà. Donc, il faut s'informer, il faut aller à la source. Il faut pas demander aux voisins et que le voisin vous dise que c'est possible ou c'est pas possible. Non, c'est pas la source de l'information. Il faut aller à la source. En général, les ministères de la culture ont des directions du livre. Donc, vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Et le fait d'avoir une structure d'auto-entrepreneur séparée de son statut d'artiste est aussi intéressant parce que vous pouvez, dans la gestion de vos finances, faire vraiment la séparation des deux. Vous ne mélangez pas vos finances privées avec vos finances professionnelles. Donc, il y a beaucoup d'avantages à explorer cette piste de l'entrepreneuriat en tant qu'artiste, en tant qu'éditeur, quand on est dans l'auto-édition et quand on fait de la BD. D'accord, merci beaucoup, Assel. Maintenant, on va parler du droit d'auteur, parce que parfois, quand Mhm, on parle de droit d'auteur, on ne comprend pas de quoi il est question, c'est-à-dire les mhm, droits moraux, les droits patrimoniaux. Est-ce que dans le domaine de la BD, je m'y connais un peu, mhm. est-ce que dans le domaine de la BD, on peut essayer d'en parler de la façon la plus simple possible,
pour les auteurs qui n'ont pas cette connaissance juridique et quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre quand ils signent un contrat, par exemple, avec un éditeur? Oui, de toute façon, je ne peux que parler de la façon la plus simple possible parce que moi, je ne suis pas spécialiste en droit ou en propriété intellectuelle. C'est très important de le souligner. Je peux orienter des personnes, mais je ne peux pas leur donner des conseils. Et même si je leur en donne, ils seront pas valides sur le plan du droit parce que je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Par contre, Ok, merci de le mentionner. oui, première des choses, que les artistes aillent vers les spécialistes. Il faut qu'on sorte du bricolage du quartier. Aller vers les spécialistes. Et il y en a. Il y a les spécialistes de la propriété intellectuelle. Et c'est eux qui vont vous donner les véritables conseils. C'est eux qui vont vous guider pour vous dire pas à pas ce que vous devez faire. Et les lois sur la propriété intellectuelle, elles sont valides aussi, en tout cas dans le domaine de l'édition, ça concerne aussi la BD. Hein. À la différence, peut-être qu'il doit avoir, je ne m'y connais pas bien vraiment sur le domaine de la BD, mais comme il y a le dessin qui est l'objet principal, hein, donc au-delà du livre comme objet, il y a le dessin. Donc, je pense qu'il y a d'autres droits, qui vont s'appliquer dans cette catégorie-là. Parce que en tant que BDiste, vous pouvez parfois travailler en collaboration avec des gens qui font juste la rédaction. Donc, voilà, comment est-ce qu'on gère des collaborations, des projets en collaboration, comment on répartit les droits, ainsi de suite, comment on les négocie. Je vous conseille vraiment, en tout cas ceux qui nous écoutent, de vous faire conseiller par des spécialistes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai reçu, par exemple, dans mon podcast, parce que j'ai un podcast qui fait aussi, qui parle aussi de la littérature africaine et afrodescendante, où je reçois des invités, des spécialistes. Comment il s'appelle le podcast, s'il te plaît, Asel? Oui, le podcast s'appelle Le Salon du Livre. Donc, si vous tapez sur Google Le Salon du Livre podcast, vous allez voir un lien d'un épisode s'afficher. Donc, c'est assez simple à retenir. Et dans mon podcast, j'ai reçu, par exemple, Maître Ngombe, qui est un spécialiste de la question. Et je vous recommande vraiment d'écouter cet épisode avec Maître Ngombe. Il est spécialiste congolais, mais il vit à Paris, mais très disponible. Il a un cabinet et il maîtrise le droit sur la propriété intellectuelle, en particulier dans les pays africains, ce qui concerne vraiment les artistes dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il y a des conventions assez particulière hein, dans les pays africains. Je sais qu'il faut regarder du côté de l'OADA, par exemple. Donc, vraiment, les auteurs, les artistes, ils doivent faire un vrai travail de recherche et consulter les spécialistes. Même si ça donne l'impression d'investir beaucoup d'argent, vous investissez sur votre avenir, vous investissez sur votre travail. Donc, c'est comme si vous bâtissez une maison sur une fondation solide. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, faites-vous accompagner, même dans la négociation des contrats. Ouais. Ayez un avocat. D'accord, merci pour le conseil. Donc, il y a un apport, une question, un apport. Un apport de la part de Karine Bahanag, qui est l'autrice de Moulatako. 1 et 2, je ne sais pas si vous avez entendu la bande dessinée. Voilà, bien sûr, oui. Voilà, elle voudrait apporter de l'eau à votre moulin par rapport à votre intervention tout à l'heure. Karine, la parole est à toi. Merci beaucoup pour votre savoir que vous partagez avec nous ici. Et j'aimerais juste ajouter un élément. C'est vrai, je suis autrice et je suis aussi éditrice. Et on a justement exploré ces questions des droits d'auteur parce qu'on a été confronté, en fait, avant de proposer les contrats, on a été confronté à au flou total et au côté complètement opaque de cet univers. Maintenant, c'est très important, comme vous l'avez dit, de consulter des spécialistes, mais soyons honnêtes, c'est pas toujours dans les moyens, en fait, d'un débutant
de quelqu'un qui commence et qui se fait approcher par une grande maison d'édition. Et parfois, les grandes maisons d'édition peuvent avoir justement des stratégies qui découragent à se faire accompagner. Et les jeunes, ne sachant pas forcément les points d'attention quand ils signent un contrat, ne savent même pas qu'ils sont en train de se faire embarquer dans une grosse machine. Donc, ce qui serait quand même intéressant de savoir, en fait, quand on est auteur ou autrice et qu'on veut se lancer dans la bande dessinée, déjà, il y a un accord qui doit exister entre les deux participants si le scénario et les dessins ne se font pas par la même personne. Ça doit être nécessairement avant de vous présenter auprès d'un éditeur. Parce que vous devez savoir qui est le lead de projet. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que ça implique que vous avez c'est juste au niveau décisionnel ou aussi au niveau de la répartition des droits moraux et patrimoniaux? Parfois, on arrive à des situations où le livre est terminé, on a juste le nom de l'illustrateur sur le livre. Pourtant, de façon basique, et on va dire dans une situation où il n'y a pas eu de contrat basique entre les participants, les deux sont co-auteurs. Autant l'illustrateur, le scénariste. Et c'est un débat qui émerge de plus en plus dans le milieu professionnel, en fait. Donner la place au scénariste, parce que le dessin, ça part du scénario. Et maintenant, ça, c'est le premier point. Et ce n'est pas simplement le seul point. Hein. Vous devez décider de qui, en fait, parce que le droit moral, c'est reconnaître que telle personne a fait ce travail. Ça ne change rien et ce n'est pas censé changer. Maintenant, le droit patrimonial, c'est ce que telle personne a fait, ça renvoie à combien de façon monétaire. Quelle est la part de pourcentage que vous devez recevoir en tant que chef de projet, en tant que personne qui a été rajoutée au projet. Et maintenant, une fois que vous avez déterminé ça, devant un éditeur, vous parlez d'une même voix. Et c'est très important pour avoir une ambiance saine dans le travail. Une fois que vous êtes en équipe face à l'éditeur, il y a 3 points que moi, je voudrais vraiment mettre en avant parce que c'est le piège. C'est le piège. Le premier point, c'est le droit de préférence. Quand vous allez signer avec un éditeur qui détecte votre talent, que peut-être vous-même, vous n'avez pas détecté, ou dont vous n'avez pas détecté l'ampleur de l'intérêt, en fait, il peut vous faire signer une clause de préférence qui stipule que toutes vos autres productions sur peut-être 5, 10, 25 ans, vous devez les lui proposer en priorité avant de partir chez un autre éditeur. Et une fois que vous l'avez signé, même si l'éditeur a été abusif dans l'exécution du contrat premier, vous êtes obligé de revenir vers lui. Donc, vous devez avoir vous devez faire attention à cette clause-là. Et vous devez savoir aussi que les lois internationales sur la propriété intellectuelle interdisent de donner un droit de préférence de plus de 5 ans. Mais les éditeurs le font. Donc, il faut prêter attention. Il faut prendre le temps de lire et de bien lire et de vous faire accompagner par des professionnels si vous en avez la possibilité. Le deuxième point, ce sera les droits d'adaptation. Et ça, c'est, on va dire, à l'échelle internationale. Ok, Karine, je vais t'interrompre un peu. Ok, garde ces 2 points. Je vais juste poser une question à Assel. Vous, au niveau d'Afro-Livresque, qu'est-ce que vous faites pour protéger vos auteurs? Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que tous les éditeurs sont pareils. Alors, moi, je ne suis pas éditrice, hein. Donc je n'ai pas cette difficulté-là. Moi, je ne suis pas éditrice. J'accompagne les auteurs. J'accompagne les auteurs vraiment dans le processus de publication de leurs livres. Je ne suis pas éditrice. C'est important de le souligner. Chacun doit faire son métier. Je n'ai pas ce talent-là, mais j'accompagne les auteurs. Et les accompagner, c'est justement leur dire où se trouvent les ressources dont ils ont besoin. J'aimerais réagir par rapport à ce que Karine a dit tout à l'heure en ce qui concerne les moyens que les auteurs n'ont pas. Je sais qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il faut trouver dans son domaine des astuces pour atteindre ses objectifs. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui là au Festival Bilili, c'est très intéressant. On parle d'un sujet qui les concerne. Je conseille toujours aux artistes de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans les coulisses de leur domaine et qu'ils soient proactifs. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas l'argent pour payer un avocat, des milliers d'euros, je ne suis pas sûre que ce serait même nécessaire de payer des milliers d'euros.
beaucoup de gens ne prennent pas l'information à la source, comme je l'ai dit plus tôt. Vous avez contacté les avocats. Si je demande à quelqu'un là maintenant, l'avocat il coûte combien? Personne ne pourra me dire, parce qu'il n'a pas fait l'effort de contacter l'avocat. Et les avocats n'ont pas un seul tarif. Ils peuvent vous proposer différentes palettes et il y a peut-être une qui pourra vous intéresser. Ça peut être, même si c'est 1 heure d'échange avec l'avocat, c'est déjà énorme. C'est mieux que rien. Ce que Karine était en train de faire là, elle était en train de faire une consultation pratiquement. Hein? Et l'avocat pourra vous donner tous ces détails-là, ou il pourrait faire une lecture de contrat. Parce que quand on vous envoie le contrat, vous n'êtes pas obligé de le signer tout de suite. Vous le prenez et puis vous dites à la personne qui vous propose le contrat d'attendre que vous allez prendre le temps de lire. Vous le donnez à un avocat. C'est très important de le signaler parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ils se disent que quand on a présenté le papier, il faut le signer tout de suite, sans même l'avoir. Mais non, pas du tout. Et les droits d'auteur sont négociables. C'est négociable sur la graphie, l'étendue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans du marbre. Ce sont vos droits. Ils vous appartiennent. Donc, vous avez le droit de les sectionner comme vous voulez, de les donner à qui vous voulez sur la période que vous voulez. Il faut bien intégrer ça. Il n'y a pas une loi qui plane comme ça dans le monde de l'édition où on dit que, voilà, il faut absolument faire ça. C'est vrai qu'il y a des standards, il y a des habitudes, il y a des codes, mais ce sont vos droits. Donc, si vous décidez de donner des droits pour 5 ans sur seulement, je ne sais pas moi, le Congo, vous négociez ça avec l'éditeur. Vous négociez ça avec l'éditeur. Malheureusement, les artistes négocient étant en position de faiblesse parce qu'ils ont tellement envie de publier leur travail. Je les comprends, hein. Ils ont tellement envie de publier leur travail que parfois, ils sont tellement contents d'avoir quelqu'un qui leur a fait une proposition qu'ils signent sans vraiment prendre le temps de vérifier. Ayez confiance en vous. Si vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez quelle est la valeur de votre travail, ne sautez pas à la première occasion. Prenez le temps de vous faire conseiller. Et si dans le milieu, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'événements où on parle de ce genre de choses, ben, comme moi je dis souvent à mes auteurs, hein, si il y a un livre que vous voyez, si vous voyez qu'il y a un livre qui n'a pas encore été écrit, écrivez-le vous-même. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'informations dans votre domaine artistique, soyez proactifs, créez des événements par rapport à ça, invitez des avocats pour qu'ils parlent de ça. Vous voyez? Donc, il y a des astuces pour contourner la question financière. Créez un événement, vous invitez un avocat, il sera con. Parce que de l'autre côté, les experts se plaignent. Ils se disent que, mais où sont les gens pour qui on doit travailler? Vous voyez? Ok, Estelle, merci beaucoup. Je crois qu'on va continuer avec Karine sur les 2e et les 3e pièges qu'il faut éviter quand on signe un contrat en tant qu'auteur. Oui, donc j'avais parlé du droit de préférence. Je parle du droit d'adaptation parce que c'est l'un des droits en fait les plus rentables en réalité dans les productions livresques parce que les pourcentages ne sont pas du tout les mêmes. Et les échéances de paiement ne sont pas du tout les mêmes. Leur exploitation n'est pas du tout la même. Donc, il n'est pas du tout légal d'inclure directement les droits d'adaptation audiovisuelle dans un contrat d'édition papier. Pourtant, les éditeurs le font. Et je dis toutes ces choses en tant qu'éditrice, parce que ce sont des questions que nous, à Afiri Studio, en fait, on se pose. L'idée, ce n'est pas simplement d'éditer des personnes et de refaire continuellement le jeu du capitalisme à outrance où on va exploiter les gens à fond. Non, c'est parce que nous sommes toutes les deux cofondatrices d'Afiri Studio, autrices. Et l'idée, c'est de créer des plateformes, non seulement pour éditer, mais aussi pour former. Donc, comme elle le disait, c'est une consultation. C'est volontairement que je le transmets. Et c'est volontairement aussi qu'on a une branche studiographique qui sert de lien, en fait, ou d'interface entre l'espace juridique, parce que nous, on a la possibilité de se payer des services juridiques, ce que tout le monde ne peut pas faire, et on fait des formations aux auteurs et aux autrices. Je confirme que ça coûte parfois un peu cher en fonction du type de contrat. Tout à fait. Oui. Mais dans cette même idée de rendre accessible, c'est important de l'avoir mentionné, Henri, dans cette même idée de rendre accessible, la façon dont on va tarifer
les services qu'on propose à une grande institution, c'est pas du tout le même tarif qu'on proposera à un artiste indépendant qui vit au Cameroun. Vraiment, Absolument. la logique derrière notre travail et de nos missions, c'est de rendre accessible le travail des créateurs et créatrices du continent vers l'international et de rendre les connaissances, les compétences de l'international vers les créateurs et créatrices locaux. Donc, c'est le deuxième point. Et le tout dernier point, c'est c'est une petite section qui donne à l'éditeur le droit de choisir le titre, de choisir la couverture et de choisir d'avoir le dernier mot sur le contenu du livre. On peut penser que ça, c'est négligeable, mais ce n'est pas négligeable. Imaginez une personne qui écrit son livre sur les singes. Une personne qui écrit son livre sur les singes et se retrouve dans une maison d'édition qui n'est pas tout à fait... on se comprend, hein? Et qui va décider à la dernière minute de mettre en titre, au lieu de les populations de singes de telle forêt, on va dire les forêts ont envahi le coin. L'implication ne sera pas tout à fait la même, on est d'accord. Et cette même personne, même éditeur peut aussi décider de vous dire, vous allez enlever tout ce chapitre, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et peut vous le dire à 2-3 jours de la parution. C'est sa décision, parce que vous avez signé le contrat, vous ne pouvez rien faire. Et ce sont des contrats contraignants, parce qu'une fois que qu'il y ait eu des avances sur droit ou pas, une fois que vous avez signé, vous vous êtes engagé. Et eux, ils ont une machine juridique qui peut vous contraindre à le faire, même si vous vous détachez d'une œuvre, en fait, qu'au final, vous êtes obligé de publier et qui portera votre nom et qui vous suivra toute votre vie. Donc, si vous avez la possibilité d'être accompagné par une équipe juridique, comme elle dit, vous avez la possibilité de négocier, parce que traditionnellement, cette partie-là, elle revient à l'éditeur. Hein. Mais vous pouvez leur dire, je ne suis pas d'accord. Cette œuvre, c'est mon esprit, c'est mon âme, c'est mon intérieur, c'est ma personne entière. J'ai besoin d'avoir le dernier mot sur le titre. J'ai besoin d'avoir le dernier mot sur la couverture. Okay. J'ai besoin d'avoir le dernier mot sur le super. Je crois qu'on a une question dans le public. On la prend en dernier. Vraiment, Karine, merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir. Je voudrais rapidement rajouter quelque chose. Oui, je voudrais rapidement rajouter quelque chose parce que c'est très important la question de l'accès aux expertises. Le volume, quand on vend un produit, entre guillemets, on peut miser sur la qualité ou sur la quantité, ou sur le volume, pardon, ou sur la qualité. Je dirais qu'il faudrait que les auteurs s'organisent en, comment on appelle ça, en corporation, hein, et ou en association. Quand une association d'une certaine profession va voir un expert pour lui dire, par exemple, on a besoin d'un workshop sur telle ou telle chose, c'est beaucoup plus facile à financer et ça profite au groupe. Donc, c'est à ça que doivent servir les associations. Et là, ça réduit les charges de l'artiste qui est tout seul dans son coin. Et la tension du groupe est très importante aussi, parce que ça fait qu'il y a des échanges. Ce que moi je sais, je partage, exactement comme Karine l'a fait tout à l'heure. Ce que je ne sais pas, c'est Karine qui me le donne. Elle est spécialiste particulièrement dans la négociation de la BD, que je ne suis pas. Donc vous voyez, les associations des auteurs doivent servir à ça. Oui, organisez-vous. Oui, organisez-vous. Vous pouvez payer comment ça s'appelle, par mois, pas les abonnements, mais quand vous appartenez à une association, vous pouvez payer, je sais pas moi, 1000 francs, 1500 francs. Les cotisations, exactement, merci. Vous pouvez payer des cotisations parce que vous appartenez à cette organisation-là. Et ça vous fait un petit budget à un certain moment pour organiser un workshop d'une journée, de 2 jours, de 3 jours avec un spécialiste. Lui, il a fait une action, il a son cachet, tranquille, mais il a aidé beaucoup de gens en même temps. Donc, il faut être inventif, il faut être créatif pour essayer de contourner les difficultés que vous pouvez rencontrer sur cette question-là. OK. Assel, on a une petite question dans le public. Auteur ou éditeur? Auteur. Auteur, OK. Allez-y, posez votre question. Bon,
ma question se situe sur l'étendue du droit d'un auteur. Parce que la BD, c'est pas seulement le récit, mais c'est aussi le côté création. On connaît par exemple des mangas qui ont des caractères très techniques, tels que les Codes Geass par exemple. Et s'il arrive que dans une BD, vous avez un univers très technique, très élargi, après la publication, plus tard, vous retrouvez, comme dirais-je, votre création, votre inspiration dans une industrie, par exemple. Ou que vous avez des scènes dans votre BD où vous avez comme ça inventé une recette, vous avez créé un plat dans la BD et puis après publication, vous retrouvez en fait votre création se matérialiser dans la société. Et comment est-ce que vous pouvez, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous pouvez dire, comment vous pouvez vous en sortir en fait dans la mesure où votre création se matérialise par exemple dans la société? Merci. Alors, c'est une question très, très, très technique qu'il faudrait voir avec un spécialiste vraiment de ce genre de questions. Alors, je ne sais pas si dans votre domaine, il y a la notion de patent. Comment on dit patent en français? Vous allez m'excuser, hein, parce que je parle… Brevet. Pardon? Brevet. J'ai pas entendu. Le brevet. Voilà, le brevet, exactement. Je ne sais pas si ça existe dans votre domaine très spécifique. Donc, ça, votre question est hyper intéressante parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question dans votre domaine. Voilà des questions, par exemple, très, très spécifiques que je ne suis pas sûre que même tous les avocats sur la propriété intellectuelle pourraient répondre. Il faudrait quelqu'un qui maîtrise le domaine de la BD. Et si vous n'en trouvez pas autour de vous dans le milieu africain, cherchez ailleurs. On a Internet aujourd'hui. Hein? Allez dans d'autres communautés pour voir comment ça se passe aussi. Il y a des workshops même parfois gratuits en ligne. Allez ailleurs. Ou alors, contactez les spécialistes d'autres pays. Parlez avec eux. Échangez avec eux. Posez-leur précisément ce genre de questions très techniques. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre avec des éléments très, très, très concrets. Je ne sais pas si Karine, qui est très calée sur le domaine, peut donner une info par rapport à ça. Mais en gros, Karine, Karine, tu peux nous dire quelque chose sur le sujet, s'il te plaît? Tout à fait. En fait, il y a deux éléments qui vont se croiser dans ta question. Le premier élément, c'est justement le dépôt légal. Et ça, c'est une étape que beaucoup de gens ignorent, comme l'a dit Assel. Mais une fois que vous avez terminé vous pouvez même le faire étape par étape. Vous voyez? Parce que ce n'est pas l'idée qu'on dépose. Si vous déposez juste une idée, ça ne comptera pas. Une fois que votre scénario est terminé et qu'il est sur le point d'être diffusé, que ce soit de façon imprimée ou numériquement sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui publient sur leur page et qui ne pensent pas à protéger en amont. Une fois que votre document a une forme finale, vous faites un dépôt légal. Au Cameroun, vous le faites au ministère de la Culture, mais moi, je conseille à toute personne qui veut vendre à l'international de faire déjà un dépôt légal aussi à la banque, à la Bibliothèque nationale de France, parce que là, ça vous couvre sur tout l'espace francophone dans le monde entier. Ça, c'est le premier côté. Ça vous permet déjà de prouver que la recette qui a été matérialisée par une autre personne est la vôtre. Ça, c'est le 1. Maintenant, il y a un flou juridique qui peut permettre à une autre personne de dire « Ok, j'ai un contrat d'édition avec vous, donc vous m'avez cédé les droits de ce contenu. » Sauf que ce n'est pas le contenu pour lequel vous avez signé. Vous avez signé pour le livre illustré, pas pour la matérialisation de votre recette. La matérialisation de votre recette peut essayer d'être impliquée dans l'article qui parle du merchandising, où on va dire c'est un produit dérivé de votre bande dessinée. Et là, c'est très important de savoir que vous n'êtes pas obligé, ça fait partie des éléments, vous n'êtes pas obligé de céder les droits de merch pour une bande dessinée imprimée, ni même en numérique. Ça peut tout à fait faire l'objet d'un contrat corollaire, ou alors vous pouvez juste décider que non, même si vous avez imprimé cette BD, et ça ne concerne pas qu'une recette. De façon beaucoup plus banale, vous trouvez des gens qui ont publié qui sont en contrat d'édition, qui ont fait des personnages, et que des personnages sont repris par d'autres personnes et commercialisés. C'est déjà encore une récupération d'un de vos produits dérivés. Donc, tout ça, vous devez y penser au moment de la signature du contrat.
Ah, super. Merci Je beaucoup sens pour que je les vais inviter explications. Karine dans mon podcast. Avec plaisir, Assel. Voilà, le podcast, c'est le salon du livre. Et on tape podcast à côté et on tombe sur le podcast. Donc, j'invite tout le monde déjà à taper l'adresse et à s'abonner au podcast. Et certainement, l'épisode avec Karine arrive Merci. bientôt. OK, Oui. Assel, si Ça, tu c'est avais un dernier conseil, si tu avais un dernier conseil à donner à ces jeunes auteurs, qu'est-ce que ce serait? Alors, je leur dirais de savoir qu'ils ont de la valeur. C'est la première des choses. C'est important parce que quand on va dans la négociation, si on n'a pas confiance en soi, ça se ressent. Et l'autre en face, c'est un expert. L'autre en face a déjà roulé sa bosse et il ne va pas avoir pitié de vous. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Donc, ayez confiance en vous. Vous avez du talent, vous avez de la valeur et ne laissez personne vous dire le contraire. Ça prendra le temps que ça va prendre si vous travaillez, vous vous appliquez les recettes qu'on vous donne ici, par exemple. Ne baissez pas les bras. Et pour terminer, comme je l'ai dit déjà comme je l'ai déjà dit précédemment, n'ayez pas peur d'aller vers les gens et leur poser des questions. Que ce soit moi, que ce soit Karine, que ce soit quelqu'un d'autre où vous sentez que cette personne est disponible ou a une expertise particulière, vous serez étonné du nombre de personnes qui sont disposées à répondre à vos questions sans demander un centime. Parce que beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là sont des passionnés d'abord. Même s'ils veulent faire de l'argent, ils sont d'abord des passionnés. Ils ont une vision, ils ont envie de défendre, ils défendent certaines valeurs. Donc, allez vers ces personnes-là, posez les questions. Et après, si on vous présente un devis, là c'est tout. Mais vraiment, vous allez être surpris de voir à quel point les gens sont disponibles. Donc, savez qui vous êtes, sachez qui vous êtes, connaissez votre valeur et n'hésitez pas à être expert. Ok, merci beaucoup pour ces paroles de sagesse, Assel. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre temps et votre patience. Nous espérons que tout s'est bien passé pour vous. Oui, c'est moi qui vous remercie beaucoup pour l'honneur parce que j'aime beaucoup ce festival et savoir que je peux apporter quelque chose à ce festival, ça, je suis vraiment honorée. Donc, merci à vous pour l'accueil. Et voilà, donc n'hésitez pas, hein, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis disponible. Vous avez des questions. Si je n'ai pas les réponses, je vous dirai que je ne les ai pas et je vous orienterai vers des personnes ressources qui pourront mieux vous aider. Ok, merci beaucoup, Assel, et à bientôt. On se dit merci. À plus tard. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour Assel, s'il vous plaît? Merci.